Gεια σας Saolous et bienvenue sur Hellenikos Cosmos, la chaîne où nous explorons ensemble l'histoire de la Grèce moderne. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment le roi Othon, premier souverain de la Grèce indépendante, avait instauré une monarchie absolue dirigée par les Bavarois, une période marquée par l'exclusion des Grecs du pouvoir, des finances désastreuses et un sentiment d'occupation étrangère. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce récit avec deux grandes étapes, d'abord la monarchie constitutionnelle, puis le passage progressif vers une monarchie parlementaire. Deux périodes charnières où se mêlent instabilité politique, ambition nationale, guerre perdue, mais aussi modernisation et transformation sociale. Après le coup d'État du 3 septembre 1843, Othon Ier se voit contraint d'accepter une constitution. Beaucoup de Grecs espèrent alors que ce texte va enfin changer la vie politique du pays, mais rapidement la déception est immense. Cette constitution ne modifie pratiquement rien, la Grèce entre dans une phase de grande instabilité marquée par une succession de gouvernements éphémères et une vie politique qui ressemble de plus en plus à une mascarade. Au cœur de cette période se trouve un homme, Ioannis Kolétis. C'est lui qui devient Premier ministre, choisi par Othon, et il reste au pouvoir jusqu'en 1847. Kolétis est un personnage controversé. Pour ses partisans, c'est un stratège visionnaire. Pour ses adversaires, il n'est rien de plus qu'un politicien aventurier, autoritaire, entouré de milices et plongé dans des affaires troubles. Certains parlent même d'une véritable dictature Othon-Kolétis. Kolétis est aussi celui qui, le premier, donne toute sa force politique à la grande idée. Ce concept, qui deviendra central dans l'histoire grecque du 19e et du 20e siècle, exprime le rêve d'unir tous les Grecs dans un même État. À cette époque, rappelons-le, l'État grec ne couvre qu'environ 1/5 de l'ensemble du peuple grec. La plupart vivent encore dans l'Empire ottoman ou dispersés dans la diaspora. Kolétis fait de la grande idée une sorte de formule magique présentée comme le remède à tous les maux de la Grèce. Mais derrière ce grand idéal, la réalité politique est sombre. Clientélisme, corruption et jeu de pouvoir minent totalement la vie publique. À l'international, la position de la Grèce devient encore plus fragile. Après la mort de Kolétis en 1847, les tensions s'aggravent. La révolution de 1848 secoue l'Europe et Othon choisit de se rapprocher de la Russie, ce qui inquiète fortement le Royaume-Uni. Les relations diplomatiques se crispent notamment avec la fameuse affaire David Pacifico, qui oppose directement Londres à Athènes et entraîne un blocus naval britannique. Puis survient un tournant majeur, la guerre de Crimée, entre 1853 et 1856. La Russie s'attaque à l'Empire ottoman, mais se retrouve confrontée à une coalition composée de l'Empire ottoman, de la France et du Royaume-Uni. Le tsar espère en finir avec l'Empire ottoman, tandis que Paris et Londres veulent maintenir le statu quo. Pour les Grecs, l'occasion semble idéale. Ils se rangent du côté russe, espérant obtenir des gains territoriaux. Mais la guerre tourne au désastre. La Russie est vaincue et la Grèce paie un lourd tribut. Le Pirée est occupé par les troupes franco-britanniques et surtout, les Français introduisent le choléra qui décime littéralement la population grecque. La guerre se termine par le traité de Paris de 1856. Celui-ci a au moins un mérite. Sous la pression des puissances, le sultan promulgue le Hati Humayun, une loi qui reconnaît l'égalité de droit pour tous les sujets non musulmans de l'Empire ottoman. Les Grecs de l'Empire obtiennent plus de liberté et surtout le droit de naviguer sous n'importe quel pavillon, ce qui stimule le commerce maritime grec. Mais cette guerre marque aussi un changement d'orientation de la politique russe. La Russie abandonne l'idée de protéger la Grèce et se tourne désormais vers un nouveau projet, le panslavisme, c'est-à-dire l'idéal de créer une grande nation slave. La Russie encourage le nationalisme bulgare, offre des bourses aux étudiants slaves pour les endoctriner et se détourne progressivement de la cause grecque. Pendant ce temps, la situation intérieure continue de se dégrader. Othon n'a pas d'héritier, ce qui nourrit un fort sentiment antidynastique. En 1861, un attentat vise la reine. L'année suivante, une révolte éclate et se propage dans tout le pays. En 1862, un coup d'État militaire met un terme au règne d'Othon. Le roi et la reine quittent la Grèce et rentrent en Bavière. Un gouvernement provisoire est installé en attendant un nouveau souverain. Le nouveau roi choisi par les puissances est Georges Ier, un prince danois. Le peuple grec, lui, avait voté pour le prince Alfred du Royaume-Uni, mais les puissances ont imposé un autre choix. Georges Ier monte sur le trône en 1863 et son arrivée est perçue positivement. Il épouse la princesse russe Olga, apprend le grec, étudie l'histoire et le droit du pays et se donne pour devise « Ma force
et l'amour de mon peuple. En échange de son accession au trône, le Royaume-Uni cède à la Grèce les îles Ioniennes en 1864, un geste très symbolique. La même année, une nouvelle constitution est adoptée. Plus démocratique que la précédente, elle fait de la Grèce une monarchie constitutionnelle. Mais en réalité, la vie politique change peu. Instabilité chronique, corruption généralisée et une succession effrénée de gouvernements. Cette période est aussi marquée par des scandales qui ternissent l'image de la Grèce en Europe. Dans les années 1870, par exemple, l'affaire des brigands de Dilésie, où des voyageurs étrangers sont pris en otage par des bandits, fait la une de la presse européenne. La Grèce est alors dépeinte comme un pays de brigands et de barbares. L'une des grandes préoccupations de la Grèce reste l'extension de son territoire pour rassembler les populations grecques encore sous domination ottomane. Dès 1866, une révolte éclate en Crète. Elle est marquée par l'épisode dramatique du monastère d'Arcadie où les insurgés, encerclés par les forces ottomanes et égyptiennes, choisissent de se sacrifier plutôt que de se rendre. Cet acte héroïque bouleverse l'opinion publique, mais les puissances refusent d'intervenir et imposent en 1869 un retour au statu quo. Une dizaine d'années plus tard, la guerre russo-turque de 1877-1878 bouleverse à nouveau la région. La Russie l'emporte et au congrès de Berlin de 1878, la Grèce parvient à obtenir en 1881 l'annexion de la Thessalie et de la ville d'Arta. Mais la même année, l'Empire ottoman cède Chypre au Royaume-Uni, ce qui illustre à quel point la carte géopolitique est en perpétuel mouvement. La question macédonienne devient alors brûlante. Sous l'impulsion du panslavisme, les Bulgares obtiennent en 1870 une église indépendante du patriarcat de Constantinople et peu à peu, ils cherchent à bulgariser les populations grecques de Macédoine et de Thrace par la propagande et par la terreur. Assassinats de prêtres, d'enseignants, violences ciblées, la Macédoine devient une zone de conflit permanent entre Grecs et Bulgares. Et cette rivalité marquera tout le début du XXe siècle. Dans ce contexte difficile, une nouvelle figure politique émerge, Charilaos Trikoupis. En 1875, il devient Premier ministre et réussit à transformer le système politique en monarchie parlementaire. Désormais, le roi ne choisit plus seul le gouvernement, c'est le Parlement qui décide de sa majorité. Trikoupis incarne la volonté de moderniser la Grèce. Il lance de vastes travaux publics, routes, ports, chemins de fer et surtout le chantier emblématique du canal de Corinthe dès 1880. Le système bancaire se diversifie, la police et la justice sont réformées et la corruption recule légèrement. Grâce à ces efforts, la Grèce connaît une croissance spectaculaire. Le commerce maritime devient transocéanique, l'agriculture prospère grâce aux exportations de raisins secs, particulièrement après que la phylloxéra ait dévasté les vignobles français, et l'industrie minière se développe. La bourse d'Athènes, créée en 1876, symbolise cette modernisation, soutenue par l'apport de capitaux venus de la diaspora. Mais cette modernisation entraîne aussi de profondes transformations sociales. La population urbaine croît rapidement, Athènes passe d'un gros bourg à une véritable capitale européenne, les idées socialistes pénètrent en Grèce, les premiers syndicats apparaissent et même les premiers débats proto-féministes émergent. Cependant, cette prospérité ne dure pas. Dans les années 1880, la croissance s'essouffle, la dette publique explose et la Grèce retombe dans la faillite. La colère populaire ressurgit. Une nouvelle révolte éclate en Crète, accompagnée de massacres commis par les Ottomans. La Grèce décide d'intervenir militairement, mais la guerre de 1897 tourne en désastre, l'armée grecque est écrasée et la Crète passe sous le contrôle des grandes puissances. La fin du 19e siècle est sombre, ruine économique, humiliation militaire et début d'une vague d'émigration massive vers les États-Unis. Mais une lueur vient éclairer cette période. En 1896, Athènes accueille les premiers Jeux Olympiques modernes, un événement qui redonne un souffle d'orgueil national et inscrit la Grèce dans l'histoire contemporaine. Ainsi s'achève cette longue période qui va de la monarchie constitutionnelle à la monarchie parlementaire, une époque marquée par des espoirs déçus, des guerres perdues et une instabilité chronique, mais aussi par des progrès spectaculaires, la modernisation du pays, l'essor du commerce maritime, l'émergence de nouveaux courants politiques et sociaux et la renaissance culturelle symbolisée par les Jeux Olympiques. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne Hellenikos Cosmos. Et si vous souhaitez soutenir ce projet et m'aider à développer ce travail, vous pouvez le faire sur Tipeee. Le lien est en description. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire de la Grèce moderne. C'était Stan Volk, sur ce, Nastekala.